les rapporteurs sont là. Donc, je vais passer sans autre commentaire. Je vais passer la parole au rapporteur. Alors, je vais passer la parole à Francis Akendes, professeur Francis Akendes, qui est de l'Université Alassane Ouattara, pour nous faire son rapport. Merci, Monsieur le Président. Bien, je dois vous présenter un rapport sur les deux sections que j'ai suivies. La première session portait sur les stigmatisations et la violence, et la seconde était intitulée du sida et Ebola. Bon, dans la première session, il y a eu 4 communications, ce n'est pas la peine de vous les citer, puisque je n'ai que 10 minutes pour faire cet exercice. Et dans la deuxième session, 7 communications. Mais en gros, je vais vous dire ce que m'ont suggéré ces communications, que j'ai suivies avec beaucoup d'intérêt. Moi, j'arrive dans un milieu d'anthropologue, en gros, de la santé. Je n'ai pas un profil d'anthropologue de santé, ni de sociologue de santé, mais je ne peux pas m'empêcher de regarder ou d'écouter avec mes oreilles de sociologue politiste ou intéressé aux questions plutôt économiques. Alors, sur les questions de stigmatisation et de violence, d'abord je dirais que les 11 communications m'ont suggéré en gros 4 choses. Je crois que la question des stigmatisations de la violence dans le champ des épidémies est un excellent analyseur des violences qu'il peut y avoir dans le corps social ou la violence qu'on peut retrouver dans les institutions sanitaires. Ça, c'est la première chose dont je vais parler. La deuxième chose que m'ont inspiré certaines communications, c'est toute cette capacité de résilience aux formes diverses de violence qui sont faites à des personnes stigmatisées comme telles. Troisième point auquel j'ai été sensible, c'est la question de la différence et des similitudes entre le sida et Ebola. Et puis en quatrième point, je vais être un peu provocateur sur la question de la formation en anthropologie face aux nouveaux enjeux. Alors sur le premier point, je parlais j'évoquais le fait que les situations d'épidémie révèlent autrement les institutions sanitaires et les présentent un peu comme un champ d'analyse des formes de violence. Et on a là la possibilité de faire ce que j'appelle la sociologie de l'inhospitalité de la médecine. Voilà, la sociologie de l'inhospitalité de la médecine. Et cette inhospitalité, qui est à peine discrète, est bien ressortie dans les communications, par exemple, qu'on a entendu, notamment sur la marginalisation des parturientes atteintes du VIH au Gabon, où ça se retrouve également dans la communication relative à la stigmatisation à l'heure de la normalisation du corps chez les personnes vivant avec le VIH, ou encore dans la manière dont les orientations sexuelles certaines orientations sexuelles sont stigmatisées et réprimées dans les institutions sanitaires. Alors, dans ce cadre, on relève une espèce de tension entre le droit à la santé et justement cette offre de droit. Le droit à la santé se veut universel, toutes les législations nationales en parlent, mais quand on est confronté au tant de manque de matériel dans les hôpitaux, à la violence verbale du personnel soignant vis-à-vis de ces personnes stigmatisées, on se pose la question sur la réalité, l'effectivité de cette offre de droit. Et puis à côté de cela, on note également la tension qu'il peut y avoir entre le droit à la santé
et la tendance à réduire une catégorie de gens à leurs conditions. Par exemple, les personnes porteuses de VIH ou encore les homosexuels. Mais derrière, généralement derrière aussi les plans de riposte aux épidémies, on relève également des tensions culturelles entre les valeurs qui structurent ces plans et les difficultés parfois à implémenter ces plans. On l'a bien perçu dans le cas des rites funéraires et des enterrements dits sécurisés. Alors, face à toute cette violence, les personnes violentées ne restent pas inactives. Elles développent parfois des stratégies pour se protéger. Et j'ai bien aimé l'exposé de Estelle Kouakam qui montre un peu comment on use la tactique du secret, comment on essaye de désidentifier les médicaments pour que les médicaments ne servent pas de traces d'identification du mal dont on est porteur, ou encore la façon de gérer la maigreur. Voilà, chez les porteurs de VIH. Ce sont autant de méthodes de gestion des fragilités. Mais il y a des formes de résilience qui sont plutôt collectives. Par exemple, la tendance de certaines personnes porteuses de VIH à s'investir dans la lutte contre le VIH à travers des cadres associatifs divers. Alors, le deuxième point qui m'a interpellé, c'est toute cette problématique de la différence ou des similitudes entre le sida et Ebola. Évidemment, les similitudes, on l'a relevé, on est dans le cas des zoonoses, le scénario catastrophique, que ça implique les formes de stigmatisation, mais quand même il y a des différences. Les différences tiennent notamment dans la rapidité de l'expression clinique, par exemple d'Ebola, dans le cas d'Ebola, ou dans toutes les incertitudes qui touchent les aspects scientifiques. Aujourd'hui, les connaissances ne sont pas aussi établies en matière d'Ebola comme l'on est plus avancé sur le virus, sur le VIH. Et puis il y a la question des rumeurs. Alors, ce qu'on a pu noter, c'est que c'est l'idée de l'intemporalité des rumeurs qui puise toujours dans le fondement de la mémoire de la colonisation et de la suspicion presque permanente dans les rapports nord-sud. Et même lorsqu'on est en situation de dominer ou même lorsqu'on est en situation de risque maximal, en situation de pandémie, il y a toujours les sociétés trouvent le moyen d'expliquer leur malaise ou de construire les causes de ce qui leur arrive en remontant les chaînes historiques et en allant toujours puiser dans la colonisation, comme si les comptes de la colonisation n'étaient pas soldés. Il y a également la question des soupçons d'interférence des rumeurs dans le plan de riposte. Là, on en parle beaucoup, mais on n'a aucun instrument pour le prouver vraiment. On est sur le registre du soupçon. Et maintenant, au niveau de la recherche, il va falloir trouver les moyens pour le prouver effectivement. En quoi les rumeurs interfèrent-elles vraiment dans les plans de riposte? Et puis, sur les rumeurs en contexte d'épidémie, il y a l'exposé de Nda qui, à la fin, qui définissait la perspective de la recherche sur la clinique des rumeurs. Parce que je pense qu'en matière de pandémie, tout commence par se savoir sur les rumeurs, mais comment gère-t-on les rumeurs en situation d'épidémie? Comment peut-on mettre en place des pare-feux? Est-ce que les sciences dites du social ne pourraient pas contribuer, par exemple, à une réflexion de ce genre? Quand on va faire une revue de littérature sur ce qui existe, on voit bien qu'en bourse, dans le champ politique, il y a des techniques qui sont développées.
Et alors, est-ce qu'il y a une possibilité d'importation de quelques petites méthodes utilisées dans d'autres champs, dans le champ de la santé? Ce sont des questions ouvertes. Et puis, je vais être provocateur sur ce dernier point. Avec Ebola, on a vu dans tous les pays qui ont été touchés par cette épidémie qu'il y a eu une demande d'anthropologie dans l'opérationnel. Le monsieur Ebola en Guinée, je crois qu'il s'appelle monsieur Sakoba, on m'a expliqué il disait aux anthropologues qu'il n'a pas besoin d'une anthropologie froide, qu'il a besoin d'une anthropologie chaude. Alors, de plus en plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une posture de marginaliser, l'anthropologie commence par être sollicitée et même hyper sollicitée. Et dans cette sollicitation, on ne sait pas très bien ce qu'elle doit faire. L'anthropologie est une science qui étudie l'humain, mais elle n'est pas, lorsqu'elle est convoquée, on veut faire d'elle... on veut la transformer on veut transformer l'anthropologue en agent de communication. On veut donner toutes sortes de statuts mal définis aux anthropologues. Alors, comment remédier à cela? Parce que la demande va être de plus en plus forte lorsque des situations de brutalité sanitaire comme ça vont se présenter. Est-ce que ce n'est pas le moment, nous sociologues, nous anthropologues, de commencer par nous poser la question de savoir, il ne faut plus continuer à être que critique, rester dans l'analyse, mais comment pouvons rendre l'anthropologie pratique? Est-ce qu'on ne peut pas commencer par offrir des profils de formation pour une anthropologie plus pratique? Cette problématique, elle se pose déjà dans d'autres domaines, notamment dans le domaine rural, et il y a des réponses. Et dans le champ politique notamment, il commence par avoir des réponses. L'anthropologie devrait pouvoir intégrer également ces préoccupations. Sinon, également dans les pays du Sud, il n'y a pas beaucoup de place pour chercheurs en anthropologie ou professeurs en anthropologie dans les facultés. Nous risquons de préparer nos jeunes au chômage. Merci. Merci bien. Bon, c'est toujours comme ça, hein. Le premier, c'est à partir du premier qu'on essaie de moduler le temps. Bon, souvent, il en profite. C'est rare que ça lui soit défavorable parce que mais je crois, pour les autres, avec toutes mes excuses d'avance, essayez de ramasser en 10 minutes, parce qu'il y a au moins 7 intervenants. Je passe la parole maintenant à Madame Declos. Merci, Monsieur le Président. Alors moi, je rapporte deux sessions, une sur le dépistage et l'autre sur enfants et adolescents. Alors je vais quand même dire quelques mots des communications pour ceux qui n'y étaient pas, parce que... Et voilà, il n'y a plus de... Notamment parce que la première session avait des communications. Est-ce qu'il y a un autre micro? Bon. Donc on va essayer quand même des communications très complémentaires sur le dépistage. Merci. Avec une présentation d'analyse de santé publique de dépistage à Douala qui a bien montré le cadre structurel du dépistage dans les pays du Sud. L'analyse de Fanny Chabrol sur le dépistage pour les hépatites qui en fait était une entrée sur tout le système de soins des hépatites et toutes les contraintes. Celle d'Anne et de Séverine Carillon sur le dépistage en Côte d'Ivoire qui ont montré d'une part tous les facteurs macro-socio-institutionnels et l'interprétation politique de l'efficacité du dépistage et l'aspect micro-social. Et enfin celle de Maeba Tonda qui a analysé la façon dont l'utilisation du dépistage dans le cadre de la transfusion sanguine dévoie en quelque sorte le système de la transfusion. Et la deuxième session ne comportait que 3 communications. Elle a commencé par la présentation de Philippe Zelati qui a fait une histoire scientifique et militante de la prise en charge des enfants et qui continue à montrer une figure de chercheur non pas embarqué mais indigné.
Il a montré comment l'épidémie des enfants était toujours une épidémie invisible, par omission, par moment, par déni ou par difficulté, et puis visiblement au cours de cette dernière année, rendu invisible par des logiques institutionnelles. Alors je pense c'est ma partie anticipation de mon rapport, c'est le fait de dire que Philippe risque de rester indigné jusqu'à 2030. Alors je vous proposerai 4 idées. La première, elle s'inscrit dans la réflexion sur l'épistémologie, en particulier adressée à l'anthropologie, qui a été présentée dans la première plénière, qui était sur le rapport entre recherche et biomédecine. Alors moi, je ne pense pas du tout que les sciences sociales aient été instrumentalisées par les sciences médicales dans le champ du sida, et même je dirais que c'est un îlot où, au contraire, on a pu exercer la codisciplinarité. Avec de superbes acquis d'ailleurs, pas seulement à la NRS, hein, dans le champ du sida plus général. Par contre, il y a un risque actuel qui est celui de la fatigue scientifique. Alors, c'est encore mieux quand c'est dit dans le monde anglophone où on dit scientific fatigue, qui veut dire quelque sorte, à la fois un désenchantement, un manque d'idées neuves, une perte d'énergie, une absence de renouvellement sur des thématiques, ce qu'on pourrait voir traduit par le fait qu'il y a de moins en moins finalement de projets en sciences sociales sur le VIH, qui est un peu parallèle à un questionnement en cours sur la réduction des sciences sociales à de la science de l'implémentation, qui viendrait en gros, ou la science de la mise en œuvre, qui viendrait étudier l'adaptation au contexte. Donc cette fatigue, c'est pas l'instrumentalisation, mais en quelque sorte c'est une dynamique ou une absence de dynamique interne. Et cette session a bien montré que sur un sujet aussi ancien que le dépistage, on peut avoir des analyses très stimulantes, mais dans la mesure où elles ne font pas justement que de l'implémentation, mais où elles relèvent de la science, c'est-à-dire qu'elles partent de leur propre cadre et leurs propres questions de recherche, elles transforment le réel en questionnement, elles essaient de produire des modèles de compréhension qui dépassent le local, qu'on pourra retester ailleurs. Et puis il y a des recettes classiques, on va dire, des sciences sociales ou de l'anthropologie en particulier, qui seraient d'aborder différents niveaux de manière symétrique, institution, population, niveau micro-social en rapport avec le macro-social. Alors, on a retrouvé cette approche pour faire de la science à partir de quelque chose qui pourrait être l'évaluation, qui est parfois demandée. On l'a retrouvé dans plusieurs sessions, bien sûr. Dans cette dynamique-là, et toujours parler de ces... j'ai dit rapidement j'ai utilisé un peu trop rapidement le terme de recette, mais de ces peut-être principes, il y a la question de l'interrogation des catégories, et on a vu que c'est pas seulement c'est des catégories de sens, et on a vu que les termes sont à questionner, les termes médicaux, mais aussi nos propres termes. Alors, une catégorie à questionner est la construction des chiffres, en particulier, apparaît comme un objet d'étude très intéressant qui a été abordé dans la session de dépistage au travers de la construction des indicateurs et du coup le sens que produit cette utilisation d'indicateurs. Et on l'a vu dans la session enfants, par la disparition de 0,7 millions d'enfants infectés par le VIH dans le nouveau mode de calcul par ONU-SIDA qui a été évoqué par Philippe Mzelati. Alors, la première idée, c'était, ou pas seulement idée, plutôt le premier point sur lequel je veux insister, c'est l'importance de cette approche d'interroger les catégories. Le deuxième, c'est sur le thème du dépistage. On a vu beaucoup d'évolutions en ce moment où on est en train de changer de paradigme et on doit aborder avec une nouvelle énergie tout ce qui arrive avec la question de l'autotest. Alors, le counseling semble progressivement abandonné. On a déjà connu ça dans la PTME. Donc, la PTME a été en avance sur un certain nombre de points. Il y a des leçons à tirer de la PTME pour poser des questions dans notre domaine. Donc, ça veut dire qu'il faut, entre autres, moi, je ne peux développer qu'un point, s'intéresser au dépistage sous un autre angle, qui est celui du sens de la maladie. J'ai pas assisté à tout, mais j'ai pas entendu d'études sur
les représentations dans la population générale, l'imaginaire du sida, l'imaginaire des personnes atteintes, la dimension politique dans la population. Excusez-moi, j'utilise une mauvaise catégorie, population générale, c'est une catégorie d'épidémiologistes, mais on a l'impression qu'il y a une dérive intuitivement à partir de bribes empiriques, on a l'impression qu'il y a une dérive croissante entre ce que pensent les acteurs de la lutte contre le sida, qui sont avec les personnes vivant avec le VIH, et l'imaginaire de la population générale qui est restée au sida, mortel, et qui se sentent de plus en plus éloigné de cette question qui devient une question des marges de la société. Alors là-dessus, pour être vigilant avec les propres catégories qu'on utilise nous-mêmes, je pense qu'il faut... Enfin, moi, j'essaie de ne plus utiliser le terme sida dans la mesure où ça correspond à une définition médicale clinique d'un stade avancé qui a même plus tellement ou plus très rarement de présence d'incarnation réelle dans nos sociétés. Le terme infection à VIH et mieux vie avec le VIH correspondent davantage aux réalités cliniques et sociales. Alors sur le 3,90, il me semble que cette question de l'écart entre le sida dans la population générale et la vie avec le VIH parmi ceux qui ont été diagnostiqués est un élément majeur de l'absence de dépistage. Alors sur l'autotest, juste une proposition, on voit que c'est une avancée technique qui permet de désocialiser une technique médicale. La question transversale, c'est quelle insertion sociale pour l'autotest, comment organiser la délivrance d'informations, l'orientation vers les soins, comment éviter les abus avec des tests pratiqués par des tiers. En fait, on a affirmé pendant des années qu'il fallait que les prestataires étaient les garants de l'éthique autour du test, et là, le prestataire disparaît. Là-dessus, je constate qu'on est nombreux à travailler et à s'entendre sur des approches de différentes disciplines des sciences sociales, avec du quantitatif, du qualitatif, sur des sites différents, travaillant auprès de populations différentes. Finalement, que peut-être il y a une communauté de chercheurs intersites en sciences sociales qui a été constituée par le colloque, et c'est peut-être un sujet pour cette communauté. Alors, le dernier point, c'est le dernier point éthique que je développe à partir, que je résume à partir de la communication de Marie Varlotto. Dans la session éthique, on a discuté de la charte qui traite des principes et des balises de l'éthique. Or, il y a eu beaucoup d'initiatives dispersées en termes de pratiques, d'innovation et des aspects qu'il faut documenter, qu'il faut bien sûr conserver, qu'il faut valoriser et qu'il faut aussi critiquer. Et là, je pense qu'il y a une initiative nécessaire qui serait peut-être carrément un projet de rédaction qui documente toutes ces pratiques dispersées avec un retour critique sur ces pratiques. Et je le verrai bien comme livre dans la collection comment c'est déjà, Sciences sociales et sida de la NRS, objectif 2030 non, objectif 2017. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, madame. Non, vraiment, c'est idéal. 10 minutes, pas plus. Proposer une synthèse donc, de 3 sessions qui sont les sessions suivantes: population clé, mobilisation associative et nouveaux enjeux de la prévention. Dans la session mobilisation associative, dans la session population clé, différentes présentations ont eu lieu, notamment celle d'un atlas du VIH à Abidjan qui a permis la cartographie des zones de prostitution, des zones de résidence des travailleuses du sexe, et qui était un atlas qui visait une meilleure compréhension, une meilleure connaissance de ces zones en fonction de la prévalence du VIH, de la syphilis, en fonction de la taille de la population estimée, du niveau de connaissance des personnes et des écarts ressentis entre les besoins et l'offre. Cette meilleure connaissance devant permettre l'adaptation de l'offre en fait, en fonction des besoins identifiés comme étant couverts, des besoins non couverts.
Félicien Yomitia a présenté une communication intéressante sur la non-observance chez les usagers de drogue dans la même ville, à Abidjan. Il a précisé que depuis une dizaine d'années, l'Afrique de l'Ouest est devenue une zone de trafic de drogue, que les usagers de drogue connus à Abidjan sont très peu injecteurs, en fait, que les drogues consommées sont principalement le crack et l'héroïne, mais fumée et pas injectée. C'était une recherche à objectifs opérationnels, en fait. Ces objectifs étant le renforcement des capacités des acteurs de santé, l'implication de la communauté des usagers de drogue dans leur propre prise en charge, et le dernier objectif étant celui de susciter un débat sur l'introduction des traitements de substitution aux opiacés et sur la dépénalisation de l'usage de drogue. L'étude présentée a mis en avant des facteurs importants liés à la non-observance aux soins du VIH et au traitement, notamment la précarité, des manques de connaissances relatives à l'infection, à la maladie, des fausses croyances également, des schémas de prise en charge non adaptés et un contexte de pénalisation délétère. Les recommandations qui s'en suivaient étaient la formation des acteurs de santé et leur sensibilisation plus généralement à la question de la prise en charge des usagers de drogue. Un sujet proche a été abordé par Albert Gauthier-Ndione sur la médicalisation de l'usage de drogue au Sénégal. Albert Gauthier avait un regard assez critique sur ce qu'il appelle la médicalisation de l'usage de drogue et de la prise en charge des usagers de drogue. C'est son travail de thèse en fait qu'il présente, qui porte sur une population donc consommatrice de crack et d'héroïne dans un cadre très répressif, un code pénal très répressif. Albert Gauthier précisait donc que son enquête avait été conduite entre 2011 et 2015, mais que précédant cette enquête, il y avait eu la création en 2004 en fait, 7 années plus tôt d'une association d'usagers de drogue, et en 2015 l'ouverture d'un centre de prise en charge. Il estime que cette focalisation sur les usages de drogue et la médicalisation de cet usage a des effets contrastés, une appréciation plutôt favorable par les usagers eux-mêmes, mais un déplacement de la question de la déviance vers la santé et une forme de transposition du contrôle juridique vers un contrôle médical. La dernière communication de cette session était celle d'Adjara Milogo, qui portait sur l'implication des partenaires des travailleuses du sexe, une population relativement oubliée. Donc on a classiquement des focus importants sur les travailleuses du sexe, du fait de la prévalence du VIH dans ces populations versus celle des populations générales. Néanmoins, Adjara Milogo soulignait une prévalence relativement plus élevée chez les partenaires de travailleuses du sexe qu'en population générale, et la persistance de comportements à risque. Elle estimait que les obstacles à leur implication dans la prise en charge du VIH ou la lutte contre le sida de manière plus générale étaient la peur du VIH et la crainte de la stigmatisation, avec quelque chose que j'ai perçu comme contrasté, sinon contradictoire, en fait, une crainte élevée du dépistage et une faible confiance dans les centres de dépistage, notamment relativement au respect de la confidentialité, ou du moins les partenaires estimaient que les zones même d'implantation du dépistage, des centres de dépistage étaient peu adaptés à leurs exigences de confidentialité. Et néanmoins, Adjara soulignait une forme de confiance dans les soins apportés aux travailleuses du sexe et du coup la perception d'un risque relativement faible. Dans le cadre de la session mobilisation associative, la première communication portait sur la professionnalisation des associations au Burkina Faso. Elle était assurée par André Soubega, qui soulignait une forte mobilisation depuis le début des années 90 au Burkina Faso, voire un gigantisme associatif au début des années 2000, un gigantisme associatif entre guillemets, tributaire ceci dit des soutiens d'ONG du Nord, des bailleurs internationaux, et qui a en fait bénéficié de la décentralisation pour se trouver renforcé. André Soubega mettait en avant les tensions entre le modèle initial de la mobilisation associative, basé sur le bénévolat, et la professionnalisation qui a entraîné des formes de compétition et de concurrence, des formes de rationalisation de l'action basée sur la performance, et de fait des modifications d'infrastructures relativement importantes avec la gestion de comptes, la gestion du salariat. Il avait cette formule que j'ai trouvée assez frappante. Il estimait que la professionnalisation des associations au Burkina Faso était un processus qui faisait l'unanimité dans la controverse.
Assita Gouo a évoqué la situation difficile des médiatrices dans le cadre de la prévention de la transmission mère-enfant au Burkina Faso. Elle a rappelé l'engagement fort de ces médiatrices dans l'accompagnement des mères, mais elle a rappelé également le fait que leur financement, le financement de leur travail était mal assuré, que le travail était faiblement reconnu et valorisé, et que ces personnes cumulaient souvent plusieurs facteurs de précarité, le fait d'être des personnes vivant avec le VIH, mais également le fait d'être mère, parfois veuve et souvent sans autre activité professionnelle. Elle montre que leur double travail auprès des mères, auprès des soignants donc, est peu reconnu, qu'il peut être rémunéré, mais pas dans le cadre de salaire, dans le cadre d'allocations qui connaissent des ruptures qui entraînent chez elles des phénomènes d'endettement. Et Aïssata Gouo concluait sur la faible reconnaissance et le soutien limité, y compris du secteur associatif, à ces actrices importantes de l'accompagnement des mères. Et elle a appelé elle en appelait à la recherche d'une alternative à cette situation. Clément Soria, lui, mettait en avant dans sa communication la mise à distance des logiques militantes au Bénin du fait de la professionnalisation et le financement par des bailleurs internationaux des structures associatives de lutte contre le sida dans ce pays. Il précisait que le milieu associatif était plutôt né des opportunités de financement que d'une mobilisation initiale, on va dire, je ne sais pas comment dire, une mobilisation première d'acteurs de la lutte contre le sida ou de personnes vivant avec le VIH, que cette émergence avait eu lieu dans un cadre plutôt technique que politique. Et il soulignait de ce fait la forte influence générale des politiques nationales du Bénin par le cadre international. C'est plus bas ou moins vite ? Il mettait en avant donc une forte convergence du milieu associatif avec les standards des bailleurs internationaux et qui entraînait selon lui la mise à distance du conflit mais également le rétrécissement du champ des préoccupations du fait de la focalisation sur des enjeux techniques et de la prédominance du paradigme médical dans ces associations. Il avait une formule relativement forte aussi que j'ai retenue ici. Il a considéré que ce processus pouvait s'apparenter à un processus de domestication qui comprenait une compétition pour l'accès aux ressources, mais également un formatage de l'action. Fernand Aimé Guédou, lui, dans sa présentation, a parlé d'une recherche qui a précédé la mise en œuvre, qui a précédé et accompagné la mise en œuvre d'une association de travailleuses du sexe au Bénin. Il rappelait des éléments relatifs à ces personnes dans ce pays, leur forte vulnérabilité, qui est assez classiquement connue ou décrite. Et ce travail de recherche donc sur les vulnérabilités associées au travail du sexe a été accompagné en 2014 par la création d'une association. Et tout son travail d'accompagnement, donc de cette création d'association, visait à renforcer le sentiment de sécurité, le sentiment de développement de capacités propres de ces personnes, visait à développer aussi leurs connaissances en santé et leur capacité de négociation. Donc il soulignait qu'il pouvait, à vrai dire de manière assez rapide en fait, identifier des renforcements des capacités de négociation à la fois individuelles mais aussi collectives de ces travailleuses du sexe du fait de leur regroupement au sein d'une association. Lucille Gallardo revenait sur la fabrique de la cause homosexuelle en Afrique, avec une question initiale: en quoi l'internationalisation des luttes homosexuelles a changé le contour de la mobilisation. Le contour de sa recherche est le suivant. Son travail porte sur la constitution du réseau Africa Gay contre le sida, un réseau créé en 2007, dans le cadre de ce qu'elle appelle, et ce que d'autres appellent, l'avènement d'une société civile mondiale. Sa recherche donc porte sur l'adaptation de formes qu'elle appelle routinisées de mobilisation dans un contexte africain, et elle se demande donc quelle peut être l'efficience de l'adoption de ces formes routinisées dans un contexte qui n'était pas leur contexte d'émergence. Elle souligne la composition mixte du réseau, composé d'associations professionnelles et d'associations communautaires. Elle souligne également le fort impact de l'association AIDE, qui est l'association française à l'origine du réseau, si on peut le résumer ainsi. Et ce fort impact sur la détermination des priorités de travail et des modes d'action de l'association. Je me dépêche, j'avais beaucoup de sessions parce que j'en avais 3 à résumer en fait.
Donc Lucile mettait en avant une forme de dépendance des associations et de leur capacité de mobilisation sur leur propre cause à des partenaires du Nord et notamment de France. Marjorie Gerbier-Aublanc revenait sur l'engagement associatif des femmes d'Afrique subsaharienne en France, où elle montrait que ces femmes vivant avec le VIH avaient longtemps été ignorées dans la lutte contre le sida et que c'était par ailleurs lié à une reconnaissance très tardive du poids de l'épidémie chez les migrants en France. Elle souligne que ces femmes occupent généralement des rôles de médiatrices dans les associations et qu'elles sont perçues comme victimes de rapports de genre défavorables et victimes du VIH par ailleurs. Elle se demandait comment ces femmes pouvaient négocier ce portrait, voire renverser les rôles qui leur étaient assignés ou la perception qu'on pouvait avoir d'elle en fait. Elle a travaillé autour de deux profils, des personnes aidantes et des personnes usagères, en montrant que les premières étaient relativement bien insérées en France ou issues de la lutte contre le sida dans leur pays d'origine et que les usagères étaient dans des situations de vulnérabilité plus importantes. Il me restait une dernière session. Donc je conclus pas en fait, mais en deux mots. Donc dans la dernière session sur les nouveaux enjeux de prévention, on a bénéficié d'un retour sur les controverses liées à la circoncision par Michel Garenne, un panorama des enjeux de la prophylaxie, de l'implémentation de la prophylaxie pré-exposition au VIH en Afrique par Joseph Larmarange, d'un renversement intéressant ou d'un déplacement intéressant de la question de secret et de la révélation par Julie Pantier, dont je n'aurai pas le temps de parler, et puis d'une présentation des enjeux sur la recherche en prison par Patrick Awando. J'arrête ici. Merci. Je suis le rapporteur de 4 sessions. Merci beaucoup Christophe. Alors, la première, et j'ai 10 minutes pour présenter 4 sessions. Alors, la première session dont je suis le rapporteur s'intitule « Lutter contre le sida » et qui était présidée par Jean-Pierre Dozon. La première communication de Bernard Taverne a mis en exergue la longévité d'une collaboration multidisciplinaire et intercorporatiste entre des chercheurs en sciences sociales et en sciences biomédicales et les pouvoirs publics sénégalais. Et à partir de cette communication, Bernard Taverne a montré comment s'est mis en place l'initiative sénégalaise d'accès aux antirétroviraux avec cette coalition entre chercheurs et pouvoirs publics. Sur ces entrefaits, Fred Eboko a enchaîné pour présenter un papier qu'il a écrit avec Gabriel Laborde et Mathias Languini sur une comparaison justement entre le Sénégal et le Cameroun sur la recherche transnationale en mettant en avant le fait que les sites ANRS étaient des sortes de catalyseurs de la coalition qui peut exister ou qui existe entre les chercheurs et les décideurs. Il a fini sa présentation en faisant une homologie avec d'autres situations de crise qui avaient déjà provoqué le même type de coalition entre chercheurs et pouvoirs publics. À sa suite, Larissa Kojoué et Abdoul Kadri ont réglé le compte du régime politique camerounais à travers des programmes de santé. Larissa Kojoué a livré une analyse critique incendiaire de l'action publique au Cameroun en santé à partir de la question des orphelins face au VIH, pour lesquels elle a montré que les programmes internationaux ne rencontraient aucun entrepreneur, aucun porteur de ces programmes au niveau local. Abdoul Kadri a enchaîné en présentant un programme qui était financé par la Banque mondiale sur les comités locaux de lutte contre le sida au Cameroun, dont il a montré tous les dysfonctionnements qui étaient liés, a-t-il dit, à la verticalité des programmes et à la faible réappropriation des communautés locales qui étaient donc instrumentalisées. La séance s'est terminée par une présentation de Sophie Kotani, très différente des trois autres, puisqu'elle s'est livrée à une critique des approches conventionnelles d'inspiration biomédicale à partir de deux terrains, la République démocratique du Congo et le Mozambique. À partir de la notion de personne et d'une approche culturelle, elle a plaidé pour une prise en compte des cultures et nous a rappelé que l'anthropologie classique et l'anthropologie de la maladie ont autrefois fait bon ménage. Sur
la question des vulnérabilités, a été mis en exergue le fait que le VIH et la prise en charge de cette pathologie, soins ou prévention, est un prisme par lequel se mettent au jour des situations de vulnérabilité. Ces situations de vulnérabilité peuvent être liées à la médicalisation, par exemple, de la PTME. Ça, c'était l'objet et le sujet de la présentation de Koudia. Elles peuvent aussi être liées à l'incarcération qui montre d'autres problèmes à traiter à côté de celle du VIH. C'est ce dont a parlé Patrick Awondo à partir d'une recherche sur les prisons. Elles peuvent aussi être liées au handicap, comme l'a montré Anne-Lise Garnier, à partir de la question des sourds face au VIH en Afrique de l'Ouest. Elles peuvent aussi être liées aux besoins de santé sexuelle et reproductive des femmes ayant des relations sexuelles avec des femmes. Cela a été l'objet de 2 présentations qui ont surtout mis à l'exergue à travers le VIH toutes les questions et les difficultés que rencontrent ces femmes au niveau de leur identité sexuelle et au niveau de leurs revendications. Le VIH pouvant être présenté ici comme un biais, un prisme par lequel on va plaider pour des droits sociaux. L'autre séance dont j'ai eu la responsabilité d'être le rapporteur est celle du Fonds mondial, avec 6 interventions qui ont concerné les instances de coordination nationale du Fonds mondial au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina et au Niger. Ce qui est ressorti de cette séance, ce sont les processus de bureaucratisation qui vont être proposés ou imposés, comme vous voulez, par le Fonds mondial aux différents pays et qui vont provoquer dans certains cas une démobilisation des acteurs les moins outillés pour pouvoir suivre ces processus de bureaucratisation. Ont aussi été mis en exergue des rapports de force entre les différents partenaires qui siègent dans ces instances de coordination nationale, avec un exemple particulier qui était très différent des autres, qui était celui de la Côte d'Ivoire, présenté par Anne Becklink, qui a montré le poids des partenaires internationaux et notamment celui du PEPFAR. A aussi été mis en exergue la question de l'expertise qui doit être mobilisée pour faire fonctionner ces instances de coordination nationale pour arriver à la production de la note conceptuelle. Cette séance a montré, malgré la standardisation internationale, des trajectoires relativement différenciées. La dernière séance à laquelle j'ai assisté pour vous faire ce petit rapport était celle de la mobilité, avec 3 présentations. La première de Sandrine Musso et de Dolores Pourrette a porté sur la migration et le VIH et le regard des sciences sociales sur la construction politique d'une population clé. Elles ont surtout montré comment l'invisibilisation des migrants africains a donné lieu à un moment donné, après une certaine progression, à une visibilisation qui était directement liée à des données épidémiologiques qui montraient que les migrants en provenance d'Afrique subsaharienne faisaient partie des populations les plus touchées par le VIH en France. Elles ont donc déconstruit toutes les notions par lesquelles les sciences sociales sont passées, population à risque, population clé, comportement à risque, tout ça, qu'elles ont déconstruit en se référant à tous les travaux qui avaient été faits sur ces notions. Julie Panetier a présenté encore une fois le programme Parcours à partir de rapports de genre, trajectoire conjugale et révélation du statut VIH aux partenaires de l'Afrique à la France, en montrant surtout que la question du secret et de la révélation n'était pas statique et qu'elle dépendait de plusieurs variables. Et la situation dans laquelle Julie a montré que la révélation pouvait être la plus difficile était dans le cadre d'une relation transnationale, donc avec un partenaire dans un pays et un autre partenaire, l'autre partenaire dans un autre pays. Carolina de Rossis a présenté un papier qui portait plus sur la mobilité géographique, mais plutôt sur la mobilité sociale, en présentant une recherche très originale sur Féminité et VIH, où elle montrait une déconnexion entre la pauvreté et la vulnérabilité. À partir des femmes vivant avec le VIH, elle a montré comment le fait de vivre avec le VIH pouvait être un instrument de mobilité sociale à partir de l'exemple éthiopien. Je suis allé assez vite pour respecter le temps qui m'était imparti et je remercie encore Christophe pour cet honneur. Merci beaucoup. Merci bien. Voilà, c'est 7-8 minutes. Merci. Gardez le micro. Je passe donc la parole à Madame Moussou. Merci. Moi, j'ai eu la chance
participé à 4 sections. Je me suis donné une autre tâche, celle de faire un aperçu général du colloque. Ce que j'ai remarqué, c'est la diversité des intervenants au niveau de ce colloque. Ils ont pris en compte tous les intervenants sociaux, tous les groupes sociaux à ce colloque. Ça, c'est quelque chose déjà qu'il faut apprécier. La prise en compte des sciences sociales dans la lutte contre le sida est vraiment chose fondamentale. Ça se démontre par le changement social que chacun de nous, en tant qu'acteur de lutte contre le sida, que nous avons pu développer. On l'observe individuellement, collectivement, comme on le peut. Parlant de mes sections auxquelles j'ai participé, il y a la mobilisation associative. Ce qui m'a beaucoup impressionné et qui m'amène encore à réfléchir, c'est la capitalisation des actions communautaires. Au niveau de toutes nos actions, on n'arrive pas aujourd'hui à capitaliser les actions, quoi qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On n'arrive pas à les capitaliser, vu les présentations qui ont été faites par les jeunes chercheurs, que j'ai nommés jeunes chercheurs, parce que je suis quand même d'un certain âge. Aucun ne tient compte du départ de la lutte contre le sida. C'est comme si c'est des chercheurs qui sont venus, qui ont initié des choses, alors que ce qui a été présenté à ce colloque sont des choses qui ont été déjà présentées, qui ont été déjà faites avec des résultats déjà appréciés partout. Donc, je voudrais aussi qu'on tienne compte vraiment, qu'on arrive à capitaliser tous les efforts qui ont été faits. Ça me ramène au premier jour de la plénière, la présentation du professeur Kim, qui a présenté quand même quelques faits marquants. En 2004, l'avènement de l'accès au traitement, la mobilisation communautaire, l'activisme qu'avaient développé les communautés, qui a été démontré par certaines images qu'il a montrées, qui ont été quand même émouvantes, pour dire qu'à partir d'un certain moment, il y a eu un engagement sincère, un engagement communautaire que les gens devaient quand même savoir, pour ceux qui n'étaient pas au début de cette lutte. La présentation de la sœur du Burkina qui a présenté la situation des médiatrices. Ici en Côte d'Ivoire, les appels Ici, en Côte d'Ivoire, nous les appelons des conseillers communautaires qui vivent des situations. La situation qu'elle a présentée est similaire à celle de la Côte d'Ivoire. La non prise en compte de cette population qui intervient en amont, en aval dans la lutte contre le sida, dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, qui sont souvent même des personnes touchées par le VIH-Sida ou affectées, et qui ne sont pas pris en compte dans aucun programme. Des gens qui ont prêté le serment pour dire qu'ils s'engagent à lutter et à contribuer à la lutte contre le sida et qui sont livrés à eux-mêmes, souvent qui deviennent des mendiants au sein de certaines structures sanitaires. C'est des situations que nous devions aussi analyser et voir comment créer une charte pour cette corporation qui fait beaucoup pour la lutte contre le sida, surtout pour l'observance au traitement. Il y a la section des usagers de drogue vivant avec le VIH, une communauté qui est déjà instable, qui est doublement stigmatisée, infectée par le VIH et usagers de drogue. Vous le savez qu'en Afrique, je n'ai plus besoin de faire une historique de leur situation. Comment ces personnes peuvent être prises en compte? Il y a combien d'organisations ou combien de structures qui sont engagées pour la prise en compte ou la prise en charge des usagers de drogue vivant avec le VIH? C'est des situations
c'est une thématique qui devait quand même nous intéresser tous en tant qu'acteurs sociaux intervenant dans la lutte contre le sida. Je revenais encore sur la capitalisation. Elle est pour moi fondamentale. Ça va nous permettre de réduire beaucoup de réflexions. Si nous pouvons, dans certains projets, dégager des budgets pour faire de la documentation des faits marquants ou capitaliser les bonnes expériences, cela pourrait aider la lutte contre le sida. Je voudrais m'arrêter là tout en remerciant tous les organisateurs et merci à tous. Donc c'est un projet, au Burkina, c'est un projet bidisciplinaire, on va dire, parce que pluridisciplinaire, je ne sais pas, avec des géographes d'un côté et des anthropologues de l'autre, et en fait qui se construit donc sur des arguments géographiques, et en particulier SIG, le système d'image géographique, et GPS, parce que les femmes étaient géolocalisées, ce qui est assez curieux, et d'un autre côté un aspect anthropologique habituel, je dirais, d'entretien avec 30 femmes pour savoir comment se passait leur PTME et si elles étaient plus ou moins mobilisées sur cette PTME. Donc ça, c'est la première session. Les auteurs ont insisté, alors dans les présentations qu'ils ont fait, les auteurs ont insisté sur le côté original de leurs données par rapport à ce qui avait déjà été fait en PTME. Bon, c'est peut-être parce que je suis un très vieux de la PTME et que je connais un peu le sujet, mais c'était intéressant, mais c'était pas totalement novateur. Ça rejoignait deux aspects qu'on connaît, même si ça n'a pas été documenté de la même façon. Un, qu'en général, quand je suis séropositif, je ne me précipite pas dans le centre de santé le plus proche pour aller me faire soigner et me faire prendre en charge mon VIH, mais j'ai tendance à aller un peu plus loin, où on me connaît moins. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose qui explique bien la décentralisation, enfin l'échec de la décentralisation, ou l'échec partiel de la décentralisation, et que les femmes à Ouagadougou, c'est pas le coût qui était essentiel, mais que c'était la distance. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose qu'on a remarqué d'une autre façon, donc c'est sur pardon, j'ai pas insisté, mais la session était sur l'allaitement maternel. Et alors là, j'avoue que moi j'ai eu un gros flou, parce qu'un coup c'était allaitement maternel exclusif, un autre coup c'était allaitement maternel exclusif sécurisé, ce que je ne connais pas comme terme en tant qu'épidémio, puisque pour nous c'est l'allaitement maternel protégé, et un coup c'était l'allaitement maternel exclusif sécurisé. Tout ça c'était le même projet, donc en fait en demandant des précisions on s'est rendu compte que c'était un allaitement maternel exclusif sécurisé par des ARV jusqu'à 6 mois, mais il y avait un petit flou autour de ça. Donc cet allaitement maternel, cette étude a très bien montré ce qu'on a pu anticiper un petit peu il y a longtemps sur ça, c'est que lorsque vous êtes dans un habitat familial, mais au sens élargi du terme, avec la belle-mère, les tantes, les cousines, etc.